activer la recopie vidéo. Voilà. Ouais. Super. Ça va être parfait. Ok. Bon. Ça y est, on est prêt. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Adelin Schweitzer. Je ne suis pas du tout suisse. Je suis marseillais. Donc certes, voilà, Schweitzer ça veut dire le suisse, mais enfin bon, c'est les origines. Rien à voir. Donc voilà. Moi je suis artiste, je suis le directeur artistique du collectif Délétère, donc un collectif d'artistes qui regroupe pas mal de gens passionnés par les technologies, effrayés, enfin qui bidouillent avec. Je suis aussi le membre fondateur d'un autre collectif qui s'appelle Les Dronards, mais sur lequel je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. Étudiant-chercheur à l'ESDAM et accessoirement aussi porteur d'un projet à la Cité des Arts de la Rue, donc un équipement culturel de la ville de Marseille. Un projet qui vise à constituer un pôle média, un laboratoire de recherche dédié aux questions de technologie dans l'espace public. Ça marche, c'est magnifique. Bon. Alors, pendant que j'écoutais le début des présentations, je me suis livré à un petit jeu que je fais un peu systématiquement dans les conférences. J'ai noté les mots qui m'interpellaient, donc je vais vous les dire en série. Hein. La vraie réalité, marketeur, Sony, trompé, conforme, illusion, expliquer l'intelligence, prédiction, conscience, surprise. C'est un champ lexical, moi, qui me fait un peu flipper, mais bon. Donc là, qu'est-ce qu'on voit à l'image? On voit des éléments de vision subjective du projet Areality. Pour moi, c'est un projet extrêmement chargé, un projet charnière, un peu comme on dit. C'est-à-dire que c'est un projet sur lequel j'ai passé à peu près 5 ans à travailler. Aujourd'hui, il est en phase dormante, mais j'ai peine à dire qu'il est terminé. Je vais vous le remettre un peu en série. Je vais plutôt vous montrer les 2 premières minutes d'une vidéo qui se trouve ici, qui vont parler de manière beaucoup plus claire. Voilà. Donc Areality, c'est venu d'une interrogation enfantine que j'avais. En fait, vraiment le premier souvenir lié que je connecte à ce projet, c'est un jour, je me balade au marché avec mon père, je dois avoir 8 ans, et je lui tiens la main comme ça, je regarde des gens qui rentrent dans des immeubles, dans un immeuble comme ça, et puis j'ai un espèce de doute sur est-ce que c'est vraiment, est-ce que ces gens existent vraiment? Est-ce que c'est pas juste une image? Une fois qu'ils auront passé la porte, ils disparaissent et puis ça sort de mon champ de réalité, ça sort de ma perception. Donc il y a une espèce de curiosité d'enfant pour ça qui me tient depuis très longtemps. Après, bon, il y a plein d'influences, Philippe Cadic, William Gibson, Chris Marker, Timothy Leary pour la Beat Generation, enfin tout se mélange un peu dans ce projet. Voilà. Ce projet-là commence en 2008 en fait. Je suis en train de travailler à Nice et Forcité en résidence, donc à Nice et Forcité à Chalon-sur-Saône. Et je rencontre un type qui s'appelle Pascal Chevalier, qui est un très jeune retraité commercial dans la VR des années 90. C'est un type marrant et puis je lui parle un peu de ma passion pour le cyberpunk, pour ce genre d'univers-là de science-fiction et puis il me dit viens boire un coup à la maison, ce soir je vais te montrer un truc. Donc je vais chez ce type, il me fait descendre dans sa cave et puis en descendant dans sa cave, d'un coup il me sort l'état de l'art de tous les dispositifs de VR des années 90. Un truc de dingue, des cuvettes de toilettes en passant par des... Et puis on passe la soirée comme ça, il me montre tous ses jouets. Et voilà, ça c'est la première amorce qui me rappelle, tiens, quand je lisais mes magazines de jeux vidéo, on me parlait du cybersex, on me parlait des voitures volantes et des prochains jeux en VR, et puis j'ai jamais rien vu. Donc peut-être qu'il va falloir s'y mettre soi-même, en gros. Il y a un autre garçon que je rencontre, Cédric Lachasse, à ce moment-là, à Nice et Fort. Ça va être mon compagnon de voyage sur ce projet pendant 4 ans. C'est le programmeur, l'homme de l'ombre. C'est lui qui code tout ce dispositif. Et c'est un dingue de la Beat Generation et de tout ce qui est lié aux expériences psychédéliques. Donc c'est ce qui connote aussi visuellement après le projet. Voilà, et puis la dernière rencontre, ça c'est en rentrant à Marseille. Je tombe sur une curatrice anglaise qui à l'époque, on est en 2008, c'est Capitale européenne de la culture,
qui me dit ben, viens en Angleterre, viens faire un projet à Liverpool. On a un projet, ça s'appelle Cities on the Edges, les villes au bord. L'idée, c'est que Marseille, Naples, Liverpool, toutes ces villes portuaires européennes partagent une réalité commune. Et genre, elles ont toutes mauvaise réputation dans leur propre pays, elles aiment le football, c'est plein d'immigrés, enfin, etc., etc. Et que donc, il y a une réalité commune européenne de toutes ces villes-là. Moi, je ne suis pas super d'accord avec ça. Et je réfléchis, je me dis, mais comment je peux faire pour questionner cette thématique? Je me dis, bah, on n'a qu'à fabriquer une machine à enregistrer le réel. On va aller la balader, la faire porter à des gens. Ils vont revivre leur action quotidienne au cours des journées. Et puis on va faire ça à Naples, on va faire ça à Liverpool, on va faire ça à Marseille, on va faire ça partout. Il y a quand même le commercial, artiste qui pense derrière en se disant tiens, je vais pouvoir faire tourner un projet comme ça international. Ça va être génial. Je rentre à Marseille, on démarre le projet, on part en Angleterre, on fait toute une première phase qui s'avère relativement intéressante. On a un espèce de premier prototype qui est bricolé à partir d'un porte-CB de l'armée, donc extrêmement désagréable, qui fait mal aux côtes. On a déjà ce système-là, donc je vais arrêter un petit peu la vidéo 2 secondes. Donc le casque que cette personne porte, c'est un V6 de Virtual Research, c'est une pièce de musée, c'est donc l'appareil développé par la, si je dis pas de bêtises, par la première entreprise de Jaron Lanier pour les spécialistes, donc qui est quand même un grand monsieur de ces questions de réalité virtuelle. En tout cas, un de ceux qui parle de cette histoire-là avec encore un élan humaniste et plus humaniste que marketeur ou commercial. Bref. Et donc ce projet-là, voilà, cette première expérience de Liverpool va nous amener à des questions de techniques très dures, de réalité augmentée, de géolocalisation, de trucs qui ne sont pas du tout artistiques et sur lesquels on a beaucoup de difficultés. Ça va me permettre aussi, même si j'ai déjà fait des projets technologiques auparavant en tant qu'artiste, de commencer à développer un espèce de petit protocole où les problématiques techniques deviennent le moteur de l'écriture artistique. Je vais reprendre ça après aussi bien dans des questions, dans des réalisations de pièces plastiques ou de choses qui sont plus de l'ordre du spectacle vivant, plein de choses encore, bref. En 2010, donc là, commence une espèce de diffusion du projet en l'état, avec toutes les problématiques de production que ça suggère. À l'époque, les gens me disent « mais tu as une jauge de 6 personnes par jour, c'est vachement intéressant ton projet, mais on ne peut pas faire passer 6 personnes, c'est pas assez rentable, ou c'est pas fini, c'est une espèce d'expérimentation, les gens ne voient pas très clairement, est-ce que c'est un projet scientifique, est-ce qu'on travaille pour Google, justement, parce qu'on fait des Street View, donc toutes ces grosses confusions. Et progressivement, comme ça, en même temps que nous, on continue à travailler sur le projet, va arriver dans les questions du public, des histoires de réalité augmentée, de géolocalisation, ça va exploser un peu en même temps que nous. Et on va un peu se rattraper comme ça dans le temps. En 2010, je participe à une résidence de création qui s'appelle Géographie variable, produite par incident.net, qui m'amène à découvrir cette belle ville d'Orléans. Je me retrouve chez Labo Média. Alors, un joli repère de geek transgénérationnel. Donc, ça commence à 12 ans, ça finit à 70 balais. Tous à fond d'open source, etc. Et on va passer un mois, Cédric et moi, là-bas, à modifier quelques trucs sur la première base du programme. Tiens, je vais relancer un peu de vidéo. Voilà. À ce moment-là, j'ai une obsession pour l'expérience singulière, c'est-à-dire que dans l'état de l'art du projet, jusque-là, on a en gros un dispositif constitué, vous l'avez vu, caméra, microphone, etc. Mais moi, j'accompagne toutes les balades et je suis derrière avec mon petit joystick pour envoyer tel type d'effet, tel type de choses. J'ai un peu cette posture du marionnettiste qui contrôle à distance les gens. Et c'est quelque chose que je veux dégager du projet par tous les moyens possibles. Et pour ça, on va faire appel justement à ces questions de géolocalisation et de tirage génératif. J'entends qu'on va créer, dans le contexte de la machine, un alphabet qui nous permette, au cours de chaque promenade, de faire réagir la machine de manière différente, sans que j'ai à donner des ordres. En gros, on commence une expérience
Et moi, le premier, je ne sais pas ce que la machine va produire en termes de transformation. Ça, c'est le genre de choses dans lequel on peut se retrouver. Là, on est à Québec. Un truc très très psychédélique avec un garçon qui s'appelle Alexandre, qui a très bien réagi au dispositif, qui a beaucoup joué avec. Voilà. Voilà. Bref, je me suis complètement planté. Le morceau qui explique ça est à 8 minutes 52. On m'avait dit quelque chose de vivant, hein. C'est vivant. Ah bah, alors voilà. Je pense que c'est pas clair. En gros, on va le refaire. Donc avant chaque expérience, sur le dispositif, avec la caméra du laptop, je prends une photo du visage de chaque personne. Ça va me servir, comme on a une banque de données, après 4 ans de projet, on a 300 ou 400 balades, quelque chose comme ça, j'ai besoin d'avoir le nom de la personne, son visage, etc. On a créé une petite banque de données où on a les informations de chacun. Mais au moment où on prend la photo de ce visage, on a un algorithme de Conway, un petit algorithme de vie artificielle qui va stretcher la photo, la déformer jusqu'à la mettre en bicolore, noir et blanc. Et automatiquement, vis-à-vis du GPS et de l'emplacement où la machine est démarrée, plaquer cette carte sur le réel, formant des espèces de zones aléatoirement disposées dans l'espace que même moi-même je ne connais pas. Et donc, on va lancer la personne, et moi-même qui l'accompagne pour pas qu'elle se prenne une bagnole, sur son parcours et espérer qu'il se passe quelque chose en quelque sorte. Disons qu'à la fin, ce processus, il avait surtout pour objectif de singulariser chaque expérience, de faire en sorte que les résultats des toutes petites vidéos que je vous montrais au départ soient vraiment des expériences uniques et qui soient liées vraiment à l'aventure de chaque personne. Sachant qu'évidemment, les balades sont faites à partir de la demande des gens. C'est les gens qui viennent et qui choisissent leur parcours. Ils ont une petite directive au départ, on leur demande juste de choisir un parcours du quotidien ou un parcours qui leur est émotionnellement rattaché. Enfin voilà, on leur demande de choisir ce truc-là et puis après, on va voir ce qui se passe, quoi. Alors voilà, ça c'était un peu l'expérience géographie variable. On continue donc à bidouiller sur ce projet, à être invité sur des festivals de manière vachement confidentielle parce qu'on est avec ce dispositif, on n'a pas d'installation, on n'a rien. Donc on prend les gens un par un et puis on leur fait essayer ce truc-là. Il y a une autre grosse résidence très importante dans le projet en 2011 à Marseille avec Zinc, qui est une structure d'art numérique marseillaise, qui va assurer la production du projet pendant les 3 années qui vont suivre. Donc là, c'est des choses un peu plus conceptuelles vis-à-vis du projet. C'est-à-dire que moi, je m'empare, je finis quand même au bout de 2 ans à m'emparer un peu mieux de mon sujet. Et on va venir sur des couches, voilà, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment dans le projet, notamment entretenir cette confusion entre art et science. On sait pas, comme on débarque dans l'espace public avec ce truc et qu'on peut être n'importe où, on voit l'image du départ avec le type qui boit son demi à 10 h et qui dit c'est quoi, c'est un truc pour les gens qui picolent, c'est une Google Car sur pattes, c'est quoi. Et ça m'amuse beaucoup. C'est un truc, l'idée de pouvoir instiller dans la réalité quotidienne des gens une dose de science-fiction, du cyborg dégueulasse qui déambule, qui ralentit, qui est complètement ralenti, qui est un peu comme un bébé en train de réapprendre à toucher, à monter un escalier, à toucher un mur, une plante, parce que d'un coup, c'est bien. La première chose que font les gens quand ils mettent cette machine, c'est regarder leurs mains. Est-ce que c'est bien ma main? Oui, il y a le relief, il y a la distance, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de la toucher. Il y a un moment donné dans la vidéo, j'ai malheureusement pas le temps de vous montrer dans son intégralité, il y a un mec à qui je dis spontanément, mais c'est une mise à distance de toi-même par rapport à toi-même, mais c'est quand même toi. Et j'aimerais bien avoir le temps de parler de ces questions de motion sickness, parce que dans le projet, moi j'ai une autre théorie, mais c'est une théorie très empirique et de quelqu'un qui n'est absolument pas
dans le champ scientifique. Allez, je continue un petit peu. Donc, on finalise un peu ce protocole de balade. On assoit vraiment quelque chose de strict où on demande voilà, les parcours personnels des gens avant d'essayer le dispositif. On se limite à 4 balades par jour. Il y a une rencontre aussi qui se fait avec Aurélien Durand, qui va être le vidéaste du projet par la suite, qui va accompagner toutes les expériences avec moi, qui va me suivre avec une caméra, qui va filmer la réaction du réel, la réaction de l'extérieur, de ce qui se passe autour de la personne en train d'essayer le dispositif. Donc il y a des petits ajouts comme ça dans le projet qui vont le densifier. Et d'ailleurs, il y a un petit bout de séquence qui doit être ici, à 14h02. Oui, voilà. La machine. C'est un projet artistique. Alors je mets la pause, mais je vais vous la mettre parce qu'elle est tellement drôle. Ça fait 2 heures que je teste la machine, je suis complètement... pas aussi raide que ce soir, mais presque. Et on a ces 2 messieurs qui m'interrogent sur le projet. J'essaie de leur expliquer ce que c'est. Et l'idée, si tu veux, c'est qu'avec une machine comme ça, on va aller chercher l'objectivité du réel. Aller chercher les sens se mentent. Le réel, c'est pas ce que tu vois. C'est plus ce que voit la machine. Et l'idée, c'est que, à force de faire des expériences, d'aller balader dans le monde, on va peut-être arriver à trouver ce qui est le fond de vérité des choses, quoi. Je vous laisse la fin parce que c'est mon nom préféré. Geh mal zum Auto, vielleicht siehst du nichts. Braucht den optischen Verstärker. Die Krankheit gibt's halt nicht, die blinkt dir nur. C'était un de nos nombreux clochards célestes. On fait beaucoup de rencontres dans la rue avec ce projet. C'est assez marrant de voir en fonction des environnements où on est comment l'homme de la rue, n'importe qui, réagit à l'introduction de ce stimuli, quoi. Comment les gens évitent la chose, sont curieux. Ou, finalement, avec les années, mon intérêt a commencé à se déporter de plus en plus vers la figure que représentait cette personne-là en déambulation dans l'espace public, plus que ce qui se passait à l'intérieur du dispositif. Mais il y a énormément de choses à dire et notamment, je vais quand même... Moi, j'avais cette théorie sur le... Donc, on a environ une personne sur 2 qui est malade, franchement malade, la première fois qu'elle essaie de cette machine. Personnellement, moi, j'ai fait plein d'expériences avec, donc ça disparaît. Moi, ça a disparu. Je ne ressens plus aucun malaise à chaque fois que je l'utilise. Je peux en faire sans problème. Et on s'est aperçu qu'en effet, les gens qui travaillaient plus avec des ordinateurs, qui avaient l'habitude de regarder un écran, en général, avaient moins de problèmes que ceux qui n'étaient pas trop sur écran, même si ça court de moins en moins les rues. Et non, un jour, j'ai rencontré j'ai fait faire l'expérience à un médecin. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il était médecin. Je n'ai pas vérifié. Mais ce mec-là me disait, en fait, il avait eu des espèces de bouffées de chaleur vers la fin de l'expérience, montée en température. Et c'est vrai, quand il est sorti, il était suant complètement à grosses gouttes. Et je me suis dit, mais donc on a essayé de discuter à partir de ça. Il me dit, c'est drôle parce que c'est comme si, comme s'il y avait quelque chose dans mon inconscient qui m'avait dit, qui m'avait fait comprendre que j'avais mangé quelque chose de mauvais, comme si je m'étais empoisonné. Et du coup, la sensation nauséeuse, la montée en température, c'était quelque chose pour sortir ce corps étranger de mon corps et l'évacuer. Enfin voilà, je trouvais l'idée assez mignonne de s'imaginer qu'un dispositif technologique pouvait convoquer une partie inconsciente de notre cerveau, primitive en quelque sorte, comme celle d'avoir peur du feu. L'idée de manger quelque chose de mauvais, de devoir le recracher sans même en avoir vraiment conscience, parce qu'on a une altération perceptive, donc ça veut dire qu'on a bouffé quelque chose qui nous empoisonne. Enfin bon, bref. Voilà. Donc, la dernière partie de cette présentation, elle est fondée sur une question qui est venue assez rapidement après la résidence avec Zinc à Marseille.
Donc ça y est, j'avais des producteurs, et donc ces producteurs, ils avaient envie que le projet tourne un peu mieux, enfin soit un peu plus rentable, parce que jusque-là, c'était vraiment un travail de dingue, mais ça ne nous rapportait pas grand-chose. Et finalement, autour de discussions de prod absolument pas intéressantes, enfin en tout cas pour la partie artiste que je suis, est arrivée une question qui était assez chouette, qui était de dire comment passer de l'expérience unipersonnelle à une appréhension plus collective de l'œuvre à reality. Comment passer de ce spectacle pour une personne qui se fait à chaque fois de manière répétée et en même temps à chaque fois singulière à un truc un peu plus englobant qui permette à plus de gens de l'aborder. Et la réponse que j'ai commencé à élaborer, je l'ai nommée SimSteam, et c'est notamment les visuels qui ont servi à la com de l'événement. Donc SimSteam en hommage à la télévision du futur dans les romans de William Gibson, enfin les vieux, Mona Lisa s'éclate, le Neuromancien, etc. Donc vous ne regardez plus JR, vous devenez JR. Donc c'est un trip. Mais bref, ce fameux SimSteam, donc je vais commencer à élaborer entre 2012 et 2013, est basé sur trois axes que je vais essayer de montrer au public, comme une tentative de présenter toute cette recherche, tout le processus accompli au cours des années, de l'enchevêtrer dans une forme vaguement plastique, vaguement documentaire, vaguement immersive, pour donner une perception un peu d'ensemble à ce que ça a pu être cette histoire-là. D'ailleurs, c'est à peu près la seule image que j'ai. Ici, on peut apercevoir les trois écrans qui sont au fond. Ça, c'était une tentative de représentation du SimSteam numéro 3, le monde machine. C'est-à-dire que la machine que vous transportez sur le dos dans les expériences, elle collecte évidemment une réalité que le spectateur immédiat est capable de comprendre, avec des pixels ordonnancés en couleur. Avant que ça parte en couille, il peut quand même voir l'univers qui l'entoure et entendre l'univers qui l'entoure. Mais la machine, elle perçoit cet univers de manière totalement différente. Elle code, je veux dire par là, par exemple, une caméra. Si on regarde le flux RAW d'une caméra, c'est quelque chose d'illisible pour un œil humain. Enfin, après, c'est codé pour que ça ressemble à une image et qu'on la comprenne. Mais voilà. Donc, on a des fichiers de données. Le GPS, c'est pareil. C'est une trame NMEA avec une syntaxe et puis des chiffres abscons. On peut être un peu spécialiste et arriver à capter en degrés où on est, mais c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Bref. La tentative qui était là, c'était de représenter ce monde machine, donc de faire en sorte que chaque expérience devienne un des zigouigouis rouges qu'on aperçoit très très loin au fond. Et en même temps que les gens essayaient le premier dispositif, le numéro 1, en fait, chaque tirage qui était réalisé dans le numéro 1 produisait une forme visuelle. C'est une représentation de données, en fait. C'est un travail de représentation de données dans les écrans qu'on voit au fond. L'idée d'après, c'était de pouvoir rendre cette forme-là interactive, mais voilà, entre-temps, les envies ont changé, et puis voilà, le projet n'est pas allé à son terme. Par contre, quelque chose qui est allé à son terme et qu'on a vraiment eu beaucoup de plaisir à présenter dans plein d'endroits, c'est le numéro 1, c'est celui qui est en première couche de la vidéo. Et pour conclure, parce que presque pour conclure, je vais vous balancer la vidéo, cette vidéo-là du SimSteam numéro 1. Et puis j'aurai encore quelques mots à dire, mais on y sera presque.
très légère. Il y a quelques trucs qui est redescendu. Ah non, ça remonte. Attention à la marche. Oui. Donc bah oui, dans ce cas présent, l'idée de cette pièce, elle est venue tout bêtement dans une vérification du travail. Un jour avec Cédric, on vérifie la stéréoscopie, vu qu'on voit en relief à l'intérieur de ce dispositif, parce qu'on avait des doutes sur les gens qui étaient malades, qui avaient mal à la tête ou qui ressentaient des problèmes. Et c'est en essayant le casque a posteriori, sur une expérience de quelqu'un d'autre, que je me suis aperçu qu'il y avait un terrain passionnant à explorer dans la possibilité, dans les capacités de restitution du projet, quoi. En quelque sorte, là, la vidéo l'expliquait à peu près bien, on a stocké l'ensemble des expériences, des visions subjectives dans une machine qui fait du tirage aléatoire, du montage aléatoire. C'est-à-dire que pendant un temps donné, nous on fait des sessions de 20 minutes, on allonge les gens 4 par 4 et collectivement, ils vont avoir un tirage aléatoire qui va aller piocher un petit peu de Thomas il y a 3 ans à tel endroit, un petit peu de Jack à un autre endroit, etc. et qui va les assembler en un seul et même continuum. Et ça produit des choses assez incroyables. Bon, les illusions kinesthésiques, c'est-à-dire d'un coup le corps horizontal qui regarde quelque chose en action, on a, sans même s'en rendre compte, des mouvements de tête qui apparaissent, des gens qui tournent la tête quand le personnage tourne la tête dans la vidéo, des accélérations cardiaques, parce qu'on entend très bien le son des gens qui respirent quand les gens se mettent à flipper dans le casque. On a des espèces de montées de flip qui viennent avec. Des choses assez étonnantes. Et là, par contre, par exemple, ça m'a fait tilter tout à l'heure quand j'entendais votre présentation, aucun problème de motion sickness. Zéro. Et on n'a jamais personne. Les gens peuvent sortir complètement bouleversés par ce qu'ils ont vu, mais pas par, ils n'ont pas du tout les problèmes de malaise qu'on a dans l'expérience bipède du dispositif en déambulation. Donc là, c'est pareil, je ne me l'explique pas forcément. Voilà. Bon, en guise de conclusion, moi, ce que je pourrais vous dire, tiens, je vais remettre ces images-là parce que malheureusement, ça devait être un moment clé de cette présentation et je n'ai que la moitié. Mais on a quand même quelque chose d'appréciable ici. On peut couper le son par contre. Ouais, en conclusion, Areality, c'est comme vous l'avez vu dans ma tentative malheureuse de vous l'expliquer comme ça un peu maladroitement, c'est un projet vraiment foutraque dans lequel il y a plein de choses qui se sont passées. Au final, voilà, ce qu'il en ressort, c'est ce travail de collection autour du SimSteam qui, à mon sens, peut-être la chose qu'aujourd'hui qui a le plus de sens pour moi par rapport à toute cette aventure accomplie. Il n'en demeure pas moins que les gens me demandent toujours s'ils peuvent faire une expérience bipède parce que c'est aussi un autre type voilà, je ne vous l'ai pas dit, la machine pèse 9 kg, on n'est pas un surhomme, on ne soulève pas des bagnoles à deux mains, on est plutôt, comme je disais tout à l'heure, un bébé qui réapprend le monde. Et cette notion de ralentissement, le fait que cet agrégat de technologies accélérantes produisent en fait un énorme ralentissement, quelque chose qui fait que les gens reportent de l'attention sur des parcours qui ne regardent plus, sur des endroits de la ville qui ne regardent plus. C'était en quelque sorte pour moi la plus grande réussite de ce projet-là. C'est-à-dire aller à contresens de ce que cette technologie finalement peut produire pour en fait, voilà, isoler les gens de cette réalité biologique, les plonger dans un simulacre de réalité transférée, altérée, mais aussi pour leur permettre de revenir dans le réel avec une perception un peu neuve, un peu fraîche. Parce que pour le moment, on revient toujours dans le réel, quoi. Voilà. Merci.